Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent. Pour participer à l'émission, il vous suffit d'envoyer votre candidature à l'adresse farid.corba@upr.fr. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission. Je rappelle que les propos tenus n'engageront que leurs auteurs et non l'UPR ou l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous. Alors, je m'appelle Sarah et je serai l'animatrice du jour. Donc, je suis militante sur le mouvement des Gilets jaunes, moi, depuis début décembre. Je suis également militante dans la commission de mobilisation des travailleurs sociaux en lutte, qui n'est pas affiliée à aucun syndicat, et également sur des actions écologistes à travers le réseau Action Climat Paris, également sur la cause palestinienne. Maintenant, on va laisser la parole à Jean-Luc, à la parole tout de suite. Jean-Luc, qui est lui gilet jaune depuis de la première heure, comme tout le monde autour de la table, qui nous vient de Gironde et qui a monté un collectif, enfin qui fait partie d'un collectif là-bas. Nous avons ensuite Daniel et Sandrine, qui viennent, eux, de Charente-Maritime, qui font partie également d'un collectif et d'une association d'entraide citoyenne initiée par les Gilets jaunes. Et enfin Talia, qui est militante en Île-de-France, qui nous vient du 93, donc le département le plus pauvre de métropole, et qui fait partie de l'Assemblée générale d'Île-de-France, mais qui fait également d'autres actions en indépendante. Et je vous laisse la parole, donc on va commencer par aborder la question du 1er mai et vos impressions autour de tout ce qui s'est passé pendant cette journée. À vous, messieurs, dames. Allez, Jean-Luc, raconte. Enfin, nous, le 1er mai, bien sûr, nous, en campagne, milieu rural, ça s'est bien passé. C'était un moment plutôt festif, sauf que pendant que nous, on faisait ça de façon festive, on a vu circuler des images assez impressionnantes de Paris. On revient donc du coup à l'impartialité de nos hommes politiques, puisqu'on a vu un Castaner annoncer l'attaque d'un hôpital. Enfin, c'est complètement ahurissant qu'un ministre de l'Intérieur puisse avoir de tels propos. Pour revenir après, rétropédalage, enfin bon, ils sont habitués au rétropédalage, donc je pense que ça, le pédalo, ils connaissent bien. Et on s'est aperçu de violences terribles. Voilà, mais nous, on l'a vécu, c'est toujours pareil, à travers les images, pas à travers les images des médias, parce que malheureusement, on s'aperçoit aussi que les médias sont largement corrompus. Alors du coup, dans les campagnes, où vous avez moins affaire ou pas de la même façon à la police, au CRS, quelle image vous avez des violences dans les grandes villes, à Paris notamment ? C'est-à-dire que si on nous demande si on est contre les violences, forcément, c'est un petit peu comme si on nous demandait si on est pour ou contre les piqûres de guêpes. Donc forcément, par définition, on est contre la violence, mais la violence sous toutes ses formes. Est-ce que les policiers ne font pas eux aussi de la violence gratuite ? Enfin, les images que l'on voit de l'intérieur de certains de nos collègues qui vont dans les manifestations, notamment sur Bordeaux, quand on voit les directs... Ça fait peur, quoi. Voilà. Est-ce qu'il ne la provoque pas non plus ? Est-ce qu'il ne crée pas les conditions de la violence ? Si on s'approche de vous et qu'on vient vous mettre des gifles, il est fort probable que vous ayez envie d'en mettre en retour. Ou d'appeler quelqu'un qui vient en mettre. Donc forcément, la violence appelle la violence. En tout cas, ça, c'est ce que je pense. Mais moi, je suis Jean-Luc sur le sujet, c'est que on a fait le choix justement de la ruralité. Jean-Luc par son collectif et puis moi par l'association, puisqu'on est dans un petit village de 1000 habitants et on n'a que des anciens, donc des anciens qui ont plein de choses à revendiquer, à réclamer et beaucoup d'attentes et qui n'arriveront jamais avec ce gouvernement, très certainement, et puis ce président, mais donc on présente notamment le 1er mai sous des aspects conviviaux où on est sans arrêt à soutenir bien sûr ces grandes manifestations du 1er mai, qu'elles soient à Paris, à Bordeaux ou ailleurs dans les grandes métropoles, mais moi ce que je déplore c'est justement cette violence qui pour moi vient pas à la base des Gilets jaunes, mais tout le monde le dit, hein, il suffit juste d'ouvrir les yeux puis de se promener. Parce que moi, le premier, si on me met une claque, je vais avoir tendance à en renvoyer plus d'une. Donc, bon, Castaner, on ne fera pas... moi, je ne m'étendrai pas sur le sujet, parce que tout le monde sait à peu près la valeur de cet homme-là, surtout à la place où il est. Mais... Donc, je ne me rends pas sur ces grandes manifestations où on est sûr
de la finalité. C'est dommage parce que autant je valide l'effet de masse, mais la masse sans violence, puisque pour moi c'est le but recherché par Macron et son gouvernement. Donc on joue leur jeu tout simplement. Et je le pense fortement. Je me vois pas monter sur une manif, sachant que les coups vont pleuvoir, et imaginer que je parte en courant devant un CRS qui va me foutre sur la gueule, quoi. C'est juste inimaginable. Donc pour éviter ça, on va dans des endroits où on peut faire passer les messages. Donc vous menez la lutte autrement. Et on mène la lutte différemment, tout en restant solidaire aux gens qui veulent faire ce choix, mais je ne suis pas persuadé que ça servira forcément la cause d'aller au conflit, puisque de toute façon... Talia, vous qui étiez à Paris, vous avez une impression sur cette journée-là ? J'ai eu une impression effroyable de terreur. Depuis le début, je manifeste avec mon instrument de musique pour apporter de l'humanité ces cortèges, pour avoir un message de paix et qu'on manifeste dans de bonnes conditions. Et entre parenthèses, ces mouvements de poésie, les musiciens qui sont là sont très très importants, je trouve. Je trouve aussi, mais je suis découragée aujourd'hui, puisque le 1er mai, j'ai pas pu faire de la musique, puisque j'étais dans une terreur effroyable. Excusez-moi, je suis émue rien que d'en parler. Voilà. Et ce gouvernement aujourd'hui met notre vie en danger et celle des autres personnes qui manifestent et donc qui ne veillent pas à notre sécurité. Ce 1er mai, donc j'étais partie avec mon instrument, mais dès le début, on a été nassés d'une façon effroyable, c'est-à-dire des armées entières de CRS nous oppressaient physiquement, c'est-à-dire nous serraient les uns contre les autres. Alors imaginez 10 000 personnes, si bien que je n'arrivais même pas à taper sur mon instrument, qui est le djembé. On avait une oppression telle de NAS, mais qui nous serrait comme des sardines à plus pouvoir respirer. Et après cette proximité, ils se sont mis à tirer sur nous avec des gaz ou je ne sais pas. Le cortège a démarré et ils avaient pour but de diviser ce cortège, puisque leur objectif c'est donc de diviser les cortèges pour pas qu'on soit en grand nombre. Et ça c'est depuis le début des manifestations. Alors j'ai entendu j'ai eu des échos que cette nasse de gilets jaunes a été intentionnelle lors des organisations. Il a été demandé à la CGT si on pouvait nasser gilets jaunes et black box pour les violenter. Je ne sais pas quels sont leurs objectifs. Est-ce que vous parlez de la NES avant le départ de la manifestation ou de la NES avant l'arrivée Place d'Italie ? Au départ. Donc, tout le cortège a été nassé avant même le départ de la manifestation. Même le départ. Et après, il a été sous-divisé pour vouloir séparer, même de mettre dans le même sac les gilets jaunes avec les black box. Et de séparer les syndicalistes qui voulaient manifester avec les gilets jaunes. Donc, paraît-il, les syndicalistes, au lieu de gens avec qui j'ai parlé, avaient validé cette idée. Donc si c'est vrai, j'en suis dégoûtée. Et d'autres m'ont dit non, les syndicalistes ne voulaient pas de cette NAS qui était prévue une semaine ou bien avant, en amont, pour l'organisation et le bon déroulement de la manifestation. Ce que je sais, CGT. C'est que les syndicalistes ont aussi été chargés par les CRS, oui. Ce qui est simplement unique dans l'histoire des manifestations françaises. Oui. Les syndicalistes ont été chargés par les CRS. Oui. Donc je ne suis pas sûre qu'ils travaillaient de concert parce qu'ils ont aussi été victimes de la politique mise en place ce jour-là. Complètement. On n'a pas beaucoup d'images. Si, on les a vus. Moi, je les ai vus en direct, cette charge. Okay. Oui. Donc je peux l'assurer que... Je l'ai entendu, mais je n'ai pas vu d'image. Mais... C'est un moyen encore de diviser le bœuf, quoi. Oui. Diviser, au moment où on sent qu'il y a une union entre les syndicats et les gilets jaunes, du coup, il faut les séparer. Ça serait trop bien si tout le monde s'unissait. Donc je pense qu'il y a une volonté farouche de séparer. Voilà. Bien sûr, diviser pour régner, c'est terrible. Parce que avec l'union avec les syndicalistes, elle existe depuis, à mon avis, le début. Maintenant, quand on dit c'est pareil que pour l'Union européenne et l'Europe,
faut pas mélanger les termes. C'est le syndicat, il a sa façon à mon sens, de gérer les affaires avec le gouvernement et avec le ministère de l'Intérieur. Et les syndicalistes n'ont pas forcément la même vision. Ils auraient plus la vision des proches de celle des Gilets jaunes. Quant aux têtes des syndicats... C'est ça, ça dépend si on parle de tête dirigeante on est d'accord. ou de la Donc, base. Ce que tu dis, je pense que effectivement, moi j'ai vu quelques images où ils ont été un peu chargés, un peu chahutés, mais je trouve qu'ils ont été beaucoup moins chahutés que les Gilets jaunes. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais donc suffisamment pour qu'on en parle un petit peu. Oui, en habit syndical soient chargés par la police, c'est unique oui, dans l'histoire de France. Certainement. Donc on passe encore un cap dans la répression. Depuis le début, ils nous ont quand même habitués à beaucoup de premières, dans beaucoup de domaines. Ça n'arrête plus. Non, on n'arrête pas d'innover. Alors, pour continuer mon histoire de manifestation, donc à force de manifester, je comprends le jeu des CRS et j'arrive à identifier à quel moment ils vont charger, ils vont nanana. Et avec mon instrument, on m'a demandé fais bifurquer le mouvement pour éviter cette nasse qu'on voyait qu'elle se faisait un peu plus loin. Et je trouve que c'est une grosse responsabilité de dire à une centaine de personnes venez, manif sauvage, quoi. Sortons de ce système. J'étais pas pour qu'on soit, oui, soyons unis, restons dans le même cortège, puisque c'était la volonté de tous mes camarades gilets jaunes. C'est une grande erreur. Il faut être pas éparpillé sur toute la capitale. Il faut pas qu'on soit un paquet déjà, on va vous offrir au CRS, on se met à disposition pour ces nasses et ces violences gratuites. Donc j'ai réussi à me sauver, mon Dieu, je suis préservée de cela, et souvent je suis témoin de cela, puisque je ressens les choses et je l'ai vu arriver, je suis partie comme une lâche, et je me suis dit, tant pis pour mes camarades, mais je vais pas les appeler à venir, à me suivre dans une rue parallèle en disant manif sauvage, quoi, pour tous les dangers que ça comporte. J'ai cru comprendre que vous étiez à proximité de la Salpêtrière au moment où il y a eu la fameuse attaque. Oui. J'y étais aussi, donc on est d'accord qu'on peut témoigner toutes les deux que les gens cherchaient juste un refuge après un gazage massif et injustifié complètement. Mais complètement, ils étaient terrifiés, ces pauvres gens. Et de loin, je voyais la scène, c'était de la terreur et pas une attaque de... on était là en musique, c'était festif, il y avait des enfants, des personnes âgées. Donc ces charges injustifiées existent depuis le début des manifestations, où on met en danger non-assistance à personne en danger, où on a une intention de faire du mal aux gens, quoi. Et c'est inadmissible, inadmissible. Et d'ailleurs, le mensonge grossier était si grossier que même Le Monde, qui est pourtant pas connu pour être un journal révolutionnaire, a dénoncé ce mensonge. Oui. On peut quand même noter, pour une fois, ce petit truc un peu positif-là, c'est que même les médias dominants ont été contraints d'assumer le mensonge, tellement il était flagrant. Et grotesque. Donc toi, quand tu t'es fait prendre dans ce piège, c'est quoi ta réaction? Tu t'es sauvé? Ah ben il n'y avait pas d'autres possibilités, parce que physiquement, on est étouffé et débordé par les gaz. Donc il n'y avait pas d'autres choix, d'autres options que de courir là où on peut. Il y avait une telle masse, une telle panique. Et t'as fait quoi sans indiscrétion? T'es rentré chez toi? Oui, c'était en fin de journée pour éviter de me lasser, parce que je devais repartir après à Reims. C'est dommage, parce que moi j'ai vu la manif de l'UPR, justement, 5000 personnes, ça s'est passé une lettre à la poste, et puis apparemment il y avait une bonne ambiance et il faisait beau. J'aurais été à Paris, je pense que j'aurais privilégié. Chacun non, mais ses méthodes. Ça t'aurait permis de manifester et puis de passer ta journée comme tu l'avais prévu, sans te faire ennuyer par tous ces vilaines personnes déguisées en bleu qui sont là pour empêcher la manifestation. Ce qui est terrible d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement les médias n'ont montré que des images de violence. À aucun moment, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 manifestations sur Paris. Enfin, moi, je ne suis pas du tout parisien, mais c'est ce que j'ai entendu dire, et c'est ce que j'ai vu aussi sur les réseaux. On a vu que
les manifs où il y a eu de la violence, et surtout la fameuse histoire, la fameuse attaque de la Salpêtrière. Les autres manifestations, on n'en a pas entendu parler. Apparemment, il y a d'autres partis politiques, des syndicats qui ont organisé où il n'y a pas eu de violence. On l'a pas vu, quoi. Et c'est là le drame, c'est que quand ça se passe bien, eh ben, ça devient visible. Il faut faire le buzz, donc on fait le buzz avec de la violence. Après, c'est la même violence que l'on dénonce. Voilà, c'est marrant, ça. Ce qui est assez surprenant, c'est que si où ça se passe mal, s'il n'y a personne, les journalistes ils vont être obligés d'aller où il y a du monde. Donc, oui, mais s'il y a du monde, ça se passera mal à ce moment-là, parce que mais la je suis police pas persuadé viendra... parce que toutes ces manifs là organisées qui marchent pas avec le gouvernement en place, honnêtement, j'ai l'impression que dans une époque antérieure, les manifs organisés par la CGT notamment, il y a de l'organisation, il y a du service d'ordre, il y a tout ça. Et jusqu'à maintenant, c'est une première, hein, comme on disait tout à l'heure, que même la CGT s'est fait gazer, quoi. Plus que gazer, matraquer. Gazer, matraquer, c'est du jamais vu. Donc ça vient forcément, à mon avis, sans faire de complotisme, il y a quand même on peut supposer une entente. Comment ça se fait qu'aujourd'hui ça arrive alors que c'est jamais arrivé? Moi, ça, je m'interroge. Quand tu vas sur une organisation qui théoriquement est bien organisée, encore une fois, je ne fais pas la promotion pour l'UPR, mais j'ai vu la vidéo de la manif de A jusqu'à Z, il y avait de l'organisation, il y avait du service d'ordre, il y avait du machin. Je ne vois pas comment les CRS ou les flics auraient pu charger. En marge, il frappe en marge, il frappe pas en tête, il frappe en marge. Non, mais là, ça paraît difficilement réalisable. Mais enfin, ils font des tout est charges possible. complètement arbitraires Ouais, sur des Dans foules la statiques qui sont en dans train la de danser mesure autour de la dans la fanfare mesure où ils nous invisible. prouvent tous les jours qu'ils sont capables Ils sont de capables, tout, ouais. on peut imaginer Moi, je pense qu'ils que... sont Non, je vous capables. assure que j'ai vu charger des gens qui étaient parfaitement pacifiques, Oui. parfaitement même immobiles, en train de danser autour de la fanfare Mais invisible, j'en doute et pas. qui se sont fait charger et gazer. J'en doute pas. Alors qu'ils n'étaient absolument Il y pas a en une train de volonté provoquer. de répression, Et de puis- contrôle et de répression du peuple, parce que pour eux, ils le prennent comme une insurrection et ils veulent à tout prix mater par la violence. Hein. Ils ont Oui, que... nous mater, Ouais, nous c'est ça, soumettre, c'est nous mater, nous nous soumettre. mettre à terre. Oui, c'est ça. C'est- une forme de soumission. Oui. Cette catégorie-là de gilets jaunes qui, pour moi, est estimée par ces gens-là, du gouvernement et des flics, qui pour moi, est estimée comme une minorité et qui doit pouvoir s'éteindre uniquement à leur regard, hein, par la force et par la contrainte. Donc, Ils obtiennent le contraire. Moi, je- Hein, Ils obtiennent le contraire. mais on dit la même chose. Hein. Oui, mais eux, on dit la même chose, mais eux, ils obtiennent le contraire de ce qu'ils veulent. Ils veulent nous soumettre, mais on ne devient plus rebelle. Moi, tu me soumets. Non, mais est-ce que effectivement ils veulent nous soumettre? On est d'accord. On est complètement d'accord. Et à terme, même si ça passe par les armes ou par le fait de gazer les gens, de leur taper dessus et le machin, ça fait aussi, à mon sens, partie de leur programme. Donc quand on y va à l'endroit où on est attendu, ça, c'est de la stratégie. Hein. Je dis pas qu'il faut, au lieu d'aller à cet endroit-là, aller à l'UPR ou aller à France Insoumise, où on veut, on s'en fout. Mais c'est surtout d'aller à l'endroit où on n'est pas attendu. Et là, on a le temps de les voir arriver et de ne pas tomber dans les nasses. C'est de la stratégie pure et simple. Moi, je le vois comme ça. Sandrine. Un petit point positif pour le 1er mai. À Jonzac, convergence. Partis politiques, syndicats, citoyens, gilets jaunes. Superbe ambiance, tout le monde a discuté avec tout le monde. On attend que ça, la convergence. Tout à fait. Je crois que c'est par là que le mouvement pourra se développer et se dépasser. Il y en a qui y croient. Mais oui, ça se fait, ça se Heureusement. fait. Je crois que ça se construit petit à petit, mais ça se construit. Oui, on a eu la même chose chez nous, hein, convergence avec des enseignants, des gens de la CGT, des gens des FO, on avait des agriculteurs aussi, donc Oui. convergence, oui, mais c'est... Du coup, c'est vrai que le fait on rediscute, on entend parler un peu les représentants des Gilets jaunes en appelant à reprendre les ronds-points, à reprendre... peut-être pour effectivement refaire un maillage territorial, pour éviter, comme le disait Daniel, de tout concentrer au même endroit, même si ces grosses manifs, il les faut, mais peut-être plus tous les samedis, peut-être une fois de temps en temps, et refaire un maillage territorial pour montrer aussi, dans les milieux ruraux,
que le mouvement des Gilets jaunes, il existe ailleurs que sur les médias, quoi. J'allais nommer une chaîne, faut pas le faire. Et qu'à la capitale notamment, tu peux très bien, je pense qu'on peut arriver à recenser, malgré qu'on n'ait pas les couvertures médiatiques. Aujourd'hui, on va avoir une petite diffusion de ce qu'on se dit, de ce qu'on évoque, mais ça reste quand même une diffusion qui va être au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, des petits directs, des petites vidéos, des choses comme ça. Donc si on multiplie, à mon sens, ce genre d'action, comme quoi c'est possible de réunir des gens autour d'idées ou d'une idée commune, ou à bien faire le distinguo que la première des choses à tuer, si on veut gagner, c'est, ou pas forcément à tuer, mais à automatiquement mettre de côté, pour moi, c'est les idéologies. On en parlait pas plus tard que ce matin encore, mais l'idéologie, c'est ce qui nous, à mon sens, c'est ce qui nous flingue. Parce qu'on se bat pour son idéologie, alors quelle qu'elle soit, politique, non politique, climat, pas climat, peu importe. Aujourd'hui, je pense que dans la merde dans laquelle on est, pour parler un peu vulgairement, c'est un peu à cause de toutes ces mélanges d'idéologies. Et puis, il faudrait revenir à des idées déjà, défendre des idées, des causes. Puis je pense qu'on serait capable de se mettre d'accord autour d'idées et de causes plus facilement que sur des idéologies. Les idéologies séparent, c'est certain. C'était ma petite touche philosophique. Des réactions? Que tout le monde soit ensemble. Le nombre, on peut faire quelque chose. Puis je crois que finalement, notre mal à tous, il a quand même une cause commune. Et justement, si on arrive à dépasser les biais idéologiques, on peut se rendre compte que finalement, on est tous opprimés par la même chose. À quelques diversités près, dans l'ensemble, c'est l'origine du mal est la même. On a déjà l'attente. On demande juste quoi? D'être tranquille, quoi. Pouvoir vivre et non survivre. Travailler, un peu de tranquillité, foutez-nous la paix, puis faites votre vie, quoi. Que les politiques fassent leur travail des politiques, celui pour lequel ils sont payés, pour lesquels on les a élus. Et puis ça serait déjà une bonne chose, je pense, ça serait un bon départ, qu'ils écoutent le peuple. Parce que... S'il y a des messages à faire passer, c'est bien cela. Ben oui. Et d'ailleurs, sur la notion d'écoute, justement, dans le briefing, vous avez utilisé la notion de mépris. Donc vous disiez avoir envoyé pas mal de courriers aux dirigeants politiques sans jamais avoir la moindre réponse. Pour notre part, au niveau du collectif de Coutras, on a envoyé en tout 4 courriers, donc 2 avec aux alentours, on va dire, on a eu 8434 signatures sur un, et ce qui s'était étalé sur une quinzaine de jours, et après on a fait un deuxième sur une journée sèche où on était sur 800 et quelques, que l'on a envoyé à notre député de la 11e circonscription de la Gironde, qui ne nous a pas répondu. On a réussi à l'avoir après en s'invitant dans un grand débat, pardon. Joli lapsus. J'ai fait un lapsus, je suis désolé. Et on l'a interrogé, elle nous a dit « Ah ben non, j'avais pas compris que vous vouliez qu'on fasse suivre. » Enfin, c'est quand même quelque chose qui portait sur l'article 68. Donc l'article 68, c'est celui qui demande la destitution du président de la République. Bon, on n'a jamais eu de vraie réponse. Donc elle a effectivement transmis au président qui lui a répondu à elle qu'elle avait fait preuve de pédagogie. Donc on discutait aussi tout à l'heure de la pédagogie, ça nous fait beaucoup rire. Voilà. Donc ça, c'est une première non-réponse. Si la bonne, c'est pour le président. Après, si le président nous a répondu, et ensuite le Premier ministre, donc Édouard Philippe, nous a répondu aussi. Une lettre plus longue, mais avec les mêmes non-réponses. À aucun moment, notre député s'est positionné pour dire qu'est-ce qu'elle pensait ou qu'est-ce qu'elle avait l'intention de faire par rapport à notre légitime demande de destitution du président de la République. Donc à ça, on s'est dit on va passer la vitesse supérieure, un peu têtu les gilets jaunes. Donc on va faire un autre courrier, mais celui-là, on va l'envoyer à tous les députés et aux sénateurs. Donc c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de sénateurs, donc on a choisi en stratégie de l'envoyer au président de groupe politique et aux députés dits indépendants. Donc nous avons fait 23 envois. Et pour les sénateurs, on s'est dit on va envoyer au bureau de M. Larcher et à ses 3 ou 4 conseillers pour être sûr que ça arrive. Donc on a bien eu les accusés de réception, donc ils les ont bien eus. Et à ce jour, donc ça fait maintenant 2 semaines, non, ça fait 3 semaines qu'on a envoyé. On a eu une réponse, somme toute sympathique, de M. Ruffin.
en nous disant allez-y, on lâche rien, hein, amitié. Et une autre d'un autre député, j'ai perdu son nom, je vous prie de m'excuser, mais qui nous a dit qu'il avait bien reçu notre courrier, voilà. Et les autres, silence total. Voilà. Pareil pour Bussac, puisque vous avez fait aussi la même démarche. Oui, on a envoyé l'article 68 pour 3 motifs, je ne me rappelle plus exactement lesquels. On l'a envoyé par mail à tous les députés, aux 77. 577. C'est pas moi qui ai appuyé Vous avez des réponses sur le bouton, et 0 réponse, et ça fait déjà 2 mois, un bon 2 mois. Et dans ces 2 mois, il y a eu renvoi 2 fois, ça a été renvoyé 2 fois, donc toujours sans réponse. Ça, c'est bien du mépris quand même. C'est bien du mépris. Et enfin, il y a quelque chose quand même qui paraît hallucinant, c'est que par exemple, nous, quand on a envoyé un courrier à notre député, donc le député, c'est le législatif, on est d'accord. Elle nous a envoyé des courriers qui avaient été rédigés par l'exécutif, puisque le président de la République et le Premier ministre, c'est l'exécutif, on est d'accord. Donc, on envoie des questions au législatif et on a une réponse de l'exécutif. Or, je croyais, moi, que les pouvoirs étaient séparés. Bon, voilà, ça, c'est la première chose qui est énorme. Et ensuite, que des députés qui sont élus de la nation, élus par le peuple, ne répondent pas, n'aient pas la politesse de répondre. Là, j'espère qu'il y en a qui m'entendent. Franchement, vous êtes des impolis. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes élus, peut-être que vous avez beaucoup de connaissances ou je sais pas, mais vous êtes des gens impolis. J'espère qu'il y en a qui me regardent, parce que vraiment, ça me met en colère, l'impolitesse. Voilà. Ben moi, je te trouve très poli, Jean-Luc. Trop. Non, c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant, Voilà. d'autant que la légitimité de ces gens-là est censée venir du peuple, des électeurs, et pourtant ils ne prennent même pas la peine de simplement discuter. Mais répondre au courrier et dire voilà, on a bien reçu, on a effectivement, nous, la première fois, on avait trouvé 10 manquements au président de la République, la deuxième fois, on a trouvé les 10 toujours, il ne s'est rien passé de bien entre les deux, plus 10 autres, donc ça fait 20. Ils répondent pas en disant on le fait, on le fait pas. Bon, la première fois, si, on a eu 2 députés, des sénateurs de Gironde qui nous ont répondu. Une nous a dit qu'elle faisait remonter et l'autre nous a dit que l'article 68, grosso modo, ça voulait dire qu'il n'existait pas, quoi, un peu dans la Constitution. C'était assez hallucinant. Non, on en a mis 20 la deuxième fois. Tu baisses un peu ton micro. 3 seulement en démontement. Donc plus tu en remets, plus tu leur poses un problème. Hein. Ah oui, mais c'est réel, enfin, c'est des choses réelles, c'est des choses concrètes, c'est factuel ce que l'on a écrit. Oui, mais il ne faut pas leur donner trop de travail quand même. Ils sont déportés. Ils vont faire des À burn-out. dormir. Et pas de chance, c'est pas encore une maladie professionnelle. Voyons, ils ont un rythme à tenir. Puis en général, ça fait longtemps que tu dors quand ils étudient les sujets comme la privatisation d'ADP. Ouais, c'est pareil. 5-6 heures du matin quand tout le monde dort bien. Il n'y a pas trop de monde pour voter. Il n'y a pas beaucoup de représentants. Ça marche bien. D'ailleurs, on a fait une pétition en commun. Ça t'écoutera là-dessus. Oui, c'est à propos de... Là, envoyer là, normalement, on devrait les envoyer demain. Donc sur la question d'ADP, Ouais. des privatisations sur les générales. privatisations ADP et puis les autres là qui veulent privatiser en même temps, le PMU et puis des choses comme ça. Là. Oui, Donc on a imaginé en commun donc avec Koutra de montrer à tous ces gens qui ont réussi à se mettre d'accord pour une fois autour d'un sujet, notamment contre les privatisations sauvages. On a dit tiens, apparemment ils ont besoin de 4,5 millions de signatures. Pourquoi on ne montrerait pas l'exemple qu'on est capable en très peu de temps d'en réunir, je ne sais pas sur Koutra combien on va réussir à en réunir en 15 jours. Alors, il ne faut surtout pas leur montrer, sinon ils vont changer les règles pour que ce soit 12 millions en 3 heures. Parce qu'après, si on suit la normalité suivant leur façon d'agir, ça a très peu de chances de servir à quelque chose, mais ça aura le mérite d'être là. Ça leur fera ça de moins à chercher, on va dire, en nombre de signatures. Le jour où ils décideront peut-être d'aller chercher les 4,5 millions de signatures qui mettraient un petit peu en bascule, mais je crois que la décision de toute façon est prise aujourd'hui à l'heure qu'il est, à moins que ça se finisse comme la privatisation de l'aéroport de Toulouse, où là ils vont être obligés de faire d'emmener ça en cassation parce qu'il y a eu un appel et apparemment c'est rendu caduc cette privatisation de Toulouse parce qu'il y a un vice de forme
dans le truc. Sandrine, je crois que vous êtes assez calée sur la question des privatisations. Pas plus que ça. Non. Non. Alors, si je puis me permettre, je fais partie du comité de soutien des postiers en grève du 92. Une grève d'un an. Une grève admirable. Oui, ça fait plus d'un an qu'ils sont en grève, 150 personnes environ, et ils mènent des actions justement contre la privatisation de la Poste et dénoncent donc la surcharge de travail et le suicide des postiers, en l'occurrence dans le 92. Et j'essaye d'évoquer donc ce sujet un peu à d'autres postiers qui ne sont pas du 92. Ils ne sont pas au courant de ce mouvement. Hein. Ouais. Les gens ne sont pas au courant qu'il y a 150 personnes qui depuis un an vivent sans salaire pour défendre leurs droits légitimes. Et l'intérêt public. Et l'intérêt général. public. Donc j'ai eu la chance de participer, je ne sais pas si je dois le dire, à l'occupation de la banque postale. C'est une action qui a été menée pacifiquement, puisque j'avais été scandalisée par la première action qu'ils avaient faite, ces postiers-là, au siège de la banque postale, où les CRS sont intervenus sur le siège, ont brutalisé les travailleurs, ont défoncé une porte. Je trouve ça inadmissible et il faut aider. Donc, Ça se solde par quoi, là, cette action donc, que vous avez faite Que vous avez un peu de retour, vous avez du retour positif Alors, le retour positif, quelqu'un responsable, je crois des ressources humaines ou je sais pas qui, a longuement parlé dans un des bureaux avec celui qui menait la grève. Et donc, ils attendent des réponses. C'est ce jour-là que le leader syndicaliste Gaël Kirante a été emmené en garde à vue. Oui, et il a été licencié. Oui, c'est d'ailleurs son licenciement qui a fait partir le mouvement de grève initialement. Mais D'accord. de même que sur les Gilets jaunes qui sont partis de la taxe carburant pour aller bien au-delà ensuite, chez les postiers, c'est le licenciement de Gaël qui a été le point de départ pour ensuite une revendication bien plus large. D'accord. Parce que les postiers ont vite eu conscience que si le syndicaliste, parce que c'est un syndicaliste très, très militant et un défenseur actif des droits de ses camarades, s'il lui était attaqué, ils ont deviné que derrière, c'est tous les droits et chacun qui serait attaqué. Et donc, pour le défendre lui, mais aussi pour défendre tout le monde, ils se sont positionnés et ils n'ont pas lâché depuis plus d'un an. Ils ne lâchent pas depuis un an. C'est un mouvement... Ah non, c'est antérieur au Antérieur aux Gilets jaunes, ça fait plus d'un an. Les Gilets jaunes se sont ralliés à leur cause. Donc, Ok, ouais, mais c'est bien, aujourd'hui, Gilets jaunes, on vient en soutien, en aide. Chaque samedi, il y a une soirée d'organiser karaoké pour essayer de faire une cagnotte pour qu'ils surviennent à leurs besoins. Et nous participons à ces actions directes pour qu'ils puissent enfin se faire entendre. Et plus on sera sur ces genres d'actions, on obtiendra peut-être... Toutes les postes ne sont pas au courant. Aucune... Ça, c'est terrible. C'est terrible. Moi, dans le 93, ils sont pas au courant. Déjà les postes, mais moi, tu m'apprends quelque chose. J'en avais jamais entendu parler. On n'entend pas. J'en avais entendu parler, mais ça m'étonne pas tellement, mais que dans le 93, qui est le département limitrophe, on sache pas, ça c'est quand même dramatique. Hallucinant. Je suis allée voir mon postier, je dis oui, est-ce que vous aidez ces camarades en difficulté, est-ce que vous les soutenez? Je ne savais pas de quoi je parlais. Comme quoi, cette technique de politique qui est menée depuis 40 ans, ça fonctionne. Hein. Ça marche bien. Moi qui suis dans le social, je peux vous le dire aussi, on a l'impression que c'est un milieu très, très inerte. Ça marche bien. Pourtant, on est à plus d'une centaine de journées de grève depuis le 1er janvier, dans le social uniquement. Donc c'est énorme, parce qu'il y a plein de petites grèves locales, mais comme pour les postiers, on n'entend pas parler. Les médias dominants ne s'intéressent pas du tout à ça. Pour analyser un peu la situation, donc on peut peut-être s'interroger sur les causes. Comment ça se fait qu'on en arrive là au niveau de la Poste? Ça serait la volonté de quoi, par exemple? C'est une semi-privatisation, je crois. Oui, non, mais justement, c'est la privation de et de la Poste. Poste, et puis tous les problèmes qu'il y a eu un peu plus, ou en même temps, ou un peu plus récemment, puisque tu me dis que ça a un an, le mouvement de la Poste, là. Plutôt, c'était la SNCF, non? La SNCF qui était un peu en mouvement. Oui. Ils ont l'année travaillé dernière. ensemble, mais c'est pas lié à la même réforme. Oui,
ils ont collaboré aussi dans les toutes mouvements ces de- réformes, même que ça soit pas forcément la même motivation qui vient Oh, d'en c'est haut, la même motivation à l'origine, puisque c'est le néolibéralisme et la toutes ces marchandisation des moindres réformes, elles services. viennent bien des mêmes personnes, Tout à fait. on est d'accord. Comme la suppression et l'abolition du Code du travail, étonnamment, ça a été, si je me rappelle bien, c'est à l'initiative d'un président aujourd'hui qui était ancien ministre à une certaine époque, et puis que ça a été flingué définitivement, le Code du travail, par Madame El Khomri. Tout ça, ça vient de quelque part. Moi, j'aurais tendance à dire que ça vient un peu de ce qu'on appelle l'Union européenne, et je pense que c'est la cause un petit peu de tous nos malheurs. Donc, si on peut aborder ce sujet... Alors, juste pour information, il nous reste une grosse vingtaine de minutes pour finir. Allez. Si vous voulez finir là-dessus. Ben, sur la justice sociale, enfin voilà, on peut parler de Ça ça. me parce que semble, c'est un lien direct, quoi. On s'aperçoit que du coup, ben, tous les services publics ferment, quoi, les uns après les autres. Bon, pour prendre l'exemple de Coutras, qui est une petite ville, il n'y a plus un seul guichet, c'est des automates. Il y a une personne qui est là à l'accueil et c'est tout. C'est catastrophique, quoi. Il n'y a plus de lien social. Et puis c'est tout qui disparaît comme ça. La Poste, la SNCF, à Bordeaux, qui est quand même une très grande gare, il y a 19 personnes qui vont partir. C'est pas des licenciements, hein, mais c'est des départs en retraite, c'est des limitations. Il y a 19 personnes qui vont partir d'un service de réparation des machines, quoi. Et le service va être, vendu à une société privée, dans la plus grande, en catimini. Et avant, ils sont bien pris des précautions pour acheter du matériel neuf, c'est-à-dire que la société privée qui va arriver avec du matériel neuf et moins de personnel, quoi. C'est hallucinant, alors que ça fait des années que les employés de SNCF demandaient du nouveau matériel. Donc ça, c'est des exemples concrets de la sauce à laquelle on est mangé, c'est catastrophique. On voit bien comment la caisse des services publics est organisée par nos politiques pour pouvoir ensuite justifier une privatisation qui serait le seul moyen de rembourser la fameuse dette qu'on a organisée tout volontairement. ça derrière, c'est pour l'argent, c'est pour que ça monte dans la grande pyramide. Et du fait qu'il y aurait pu ces rentrées, pour contenter ce brave peuple qui crie à la famine, mais pour se donner bonne conscience, il faudra, je pense, que nos chères gouvernances n'ont pas la diminuer, cette dette, puisqu'il n'y aura plus de pognon qui rentrera, à part celui qui vient de nous piquer dans nos poches. Et quand il n'y en a plus, ils ne vont plus piquer grand-chose. Donc ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions que de refaire monter cette dette qui est déjà fabuleuse, faramineuse. Moi, je suis incapable de dire le montant, parce que tellement c'est des sommes que... moi, j'imagine pas cette somme. Mais la dette, je suppose que cette table n'est pas suffisante pour amasser le tas de billets que ça représente, mais moi, j'imagine bien ma dette personnelle. Moi, 120 000, 130 000 euros, je l'imagine bien, ça. Donc je reconnaîtrais volontiers de voir cette... Mais la dette publique, c'est aussi une volonté politique, et en fait, elle pourrait être résorbée très Moi, facilement. Je ne me sens pas du tout concerné par Parce que c'est un chose, problème artificiel qui est organisé par le système politique. J'ai regardé un petit peu la construction de la dette, justement, j'ai vu plusieurs vidéos. On est quand même sur un truc très bizarre. Mais ils annoncent des gros chiffres, mais là c'est comme ils annoncent par exemple les baisses d'impôts. Bon, 5 milliards, alors bien sûr, pour nous, comme un immortel, c'est ce que tu dis Daniel, 5 milliards, ça paraît colossal. Sauf que quand on regarde, ça serait, on va le mettre entre guillemets, reversé à 16 millions de foyers. Donc si on divise ça, alors l'autre jour j'ai entendu monsieur le maire, là c'était extraordinaire, la télé dit, vous vous rendez compte, ça fait quand même 300 €, hein. Sauf qu'il oublie de dire, ce brave monsieur, que c'est 300 € par an. Sauf que si on se rappelle bien, les impôts, ils ont été mensualisés là récemment. Donc on divise et ça fait quelque chose comme 26 € par mois. Donc effectivement, on peut annoncer aux Français qui écoutent que 5 milliards, ça va leur faire 26 € par mois de plus pour une famille, autrement dit, allez, on va dire vulgaire, ça pisse dans un violon, quoi. Ça contribue à rien. Et tout ça,
Pourquoi les retraites? Pourquoi on prend de la CSG sur des retraites? C'est inadmissible. On va réindexer les retraites. Mais les retraites, ça n'aurait jamais dû être désindexées. C'est un droit fondamental. Bon, il n'y a plus assez de gens qui travaillent. Pourquoi il n'y a plus assez de gens qui travaillent? Parce qu'on a automatisé à mort, parce qu'on a décentralisé à mort. Alors on nous dit, on peut prendre de la CSG sur quelqu'un qui est à la retraite, on peut lui prendre de la CSG, par contre on ne peut pas prendre une taxe sur l'usine qui a monté un robot qui remplace Bruno, tu vois. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein. Donc on nous raconte qu'on ne peut pas prendre d'argent aux riches parce que ceci, parce que cela. Par contre nous, on peut nous pomper de tous les côtés, quoi. Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est qu'on nous pompe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on nous pompe. On nous pompe du fric, on nous pompe notre moelle, on nous pompe tout. On nous pompe notre énergie en nous laissant faire des combats qui ne sont pas les nôtres pendant 6 mois, parce que c'est pas les nôtres ces combats-là, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas né là-dedans. T'es pendu soit comme ça, soit par les pieds, soit par les parties intermédiaires. Et puis sur comment t'es pendu, T'as pas beaucoup d'axes de fuite, quoi. Et on discutait tout à l'heure sur on est un peu tous pris par tout ça. Ouais, on est coincés, mais on discutait sur l'intégrité des hommes politiques. C'est voilà. Vous avez l'air... De quoi on discutait? L'intégrité. Ça existe dans le dictionnaire, ce mot-là? Tant qu'ils n'ont pas de casier vierge. Intégrité. Donc la loi de moralisation de la vie politique de Macron. Moralisation. Vous n'y croyez guère. Moralisation. Ça existe pardon. aussi dans le dictionnaire? Elle est... Non, c'est pas vrai. Mais comme, Ouais, je ne sais pas au plus qui milieu a politique, évoqué hein. tout à l'heure, c'est toi Talia, il me semble, qui parlait de la novlangue. Et là-dedans, avec la moralisation de la vie politique, on est en plein dans la novlangue. On met des mots sur quelque chose qui représente complètement une autre réalité. Alors, tu contribues, hein. C'est quoi novlangue? Novlangue, novlangue, c'est dans le roman de George Orwell, 1984, où le pouvoir en place va remplacer les mots guerre par paix, liberté par oppression par liberté, etc. Et avec le gouvernement de Macron, j'ai l'impression qu'on est tout à fait là-dedans, à mettre des jolis mots sur des réalités catastrophiques en dessous. C'est pas qu'une impression. Comment? Ce n'est pas qu'une impression. Merci. Mais l'exemple typique, quoi. Monsieur Juppé, qui était maire de Bordeaux, donc on peut en parler, quand même, c'est un monsieur qu'on connaît bien, nous, en Gironde. Il n'a pas été condamné, ce monsieur-là? Si. Ah, je crois bien. Et aujourd'hui, il est où? Il a fait la prison. Il est où? Au Conseil constitutionnel? Sans Non? contaminer. Le Conseil des sages. Voilà, le Conseil des sages, le Conseil constitutionnel, ce même Conseil constitutionnel qui est censé faire des lois, Veiller quoi. à la moralité, Voilà, ou justement, veiller à la de la vie moralité des lois et tout politique. ça. On est sur la tête, quoi. On est sur la tête. T'as oublié aussi que, enfin après je m'arrêterai là dans les infos, mais il est également la raison un petit peu occulte de sa venue sur Paris, c'est qu'il est président du Bilderberg France, quoi. D'accord. J'avais pas cette information. Ben, moi non plus. Ben voilà, et puis c'est vérifiable. D'accord. Bon, voilà, donc on comprend tout. Donc en fait, on est en train d'avoir l'ascenseur frical qui amasse tout l'argent au même endroit. Avec cet argent, ils font de l'argent, on est d'accord, hein, c'est le principe. Leur principe, il est simple, c'est-à-dire qu'on prend 1 euro, on lui fait faire des petits, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, toujours avec le même euro que nous, on a produit. Et quand ils l'ont redistribué, il leur en faut d'autres. Donc ils pompent du fric sur nous pour remettre leur machine à fric en route. Et c'est comme ça qu'on a 1% de la population mondiale qui est plus riche que tout le reste. Donc c'est une volonté politique. Comme le chômage de masse, c'est une volonté politique structurelle. Ça peut être aboli si seulement on le voulait. Non. Quand tu dis, ça revient à la petite discussion qu'on avait tout à l'heure, effectivement, dans l'esprit du citoyen lambda, tu te dis, bon, c'est bien une volonté politique. Dans la mesure où tu admets que les politiques ont encore de la volonté. Aujourd'hui, c'est pas la volonté de nos politiques, parce que c'est pas eux qui font ça. Pardon. C'est pas eux qui font ça. Ils font pas ce qu'ils veulent. Un gars comme Macron, je l'ai lu, je l'ai vu, c'est vérifié. C'est pour lui qui décide. Il décide rien du tout. Lui, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, si on lui dit tu coupes la France en deux, il coupe la France en deux, lui. Est-ce que nos politiques ne prennent pas les décisions dans le cadre de l'Europe? Puisque ce sont nos politiques qui participent à la Commission européenne, au Conseil des ministres de l'Europe. Les décisions, je pense que tu l'as vu, les décisions, s'il y a une décision importante à prendre par l'Union européenne, elle ne peut être prise qu'à l'unanimité de tous les États membres.
Bon, il y a des gens qui l'expliquent très bien, mais 28 personnes d'accord qui parlent pas la même langue. Oui, ben on sait bien que c'est plutôt la France et l'Allemagne, donc les pays entre guillemets Il puissants, y a des pays qui vont truster la politique. qui construisent un peu plus la politique, effectivement, mais ça n'empêche que pour que les décisions soient valides, il faut que ça soit le président de la Commission européenne, donc je crois qu'il s'appelle M. Juncker, et puis qui va très certainement être remplacé dans très peu de temps, et on ne sait pas trop par qui. C'est comme si aujourd'hui tu sortais Macron et puis que ce soit son remplaçant, ça soit l'intérimaire, le président du Sénat. Je ne sais pas si on serait tellement gagnant en change. Mais parce que il est pas beaucoup mieux l'autre. Mais voilà, s'ils avaient encore, pour moi, s'ils avaient encore ce pouvoir décisionnel, tu aurais sûrement raison. On pourrait peut-être arriver à les secouer pour faire quelque chose, mais c'est pas eux qui décident. Aujourd'hui, c'est pas eux qui commandent. Aujourd'hui, pour ce qu'on en sait, c'est qu'il y a les GOPÉ là qui bloquent tout un peu les grandes on peut les secouer. orientations. On Là. peut les secouer tant qu'on veut. Mais surtout qu'ils sont d'autant plus secoués par les lobbies qui secouent bien plus fort que nous. Eux, Talia, ils arrivent à bien les secouer. Talia, Ils sont complices de ces faits, puisqu'on a voté Ah, mais non pour l'Europe bien sûr en qu'ils sont je ne sais exactement. plus quelle année, Bien en sûr. 2005, on a dit non, on a subi un acte de trahison à ce moment-là. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on peut penser, oui, on dépend de l'Europe. Non, on a dit non, on doit s'extraire de cette pensée qui dit on met des drapeaux partout, on est européen. met- Je ne suis pas D'accord. européenne, je Oui. suis française et je ne veux pas dépendre de cet organisme qui est pour moi uniquement un organisme du 440 qui nous soumet à leur volonté. Parce Comme qu'en vous le disiez, 2005, t'as dit mais non. Monsieur Macron est complice de cela et il le veut bien, parce Oui. qu'il remplit bien aussi ses à côté, ses besoins personnels. Bien sûr. Tout à C'est fait. son choix aussi. Ce n'est pas Bien une sûr. victime, c'est un coupable. Tout à fait. Alors là, on est. Mais je Oui, ne cherchais d'accord. pas à le faire passer pour une victime. Ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est que dans un même temps, samedi, j'ai rencontré un jeune qui est handicapé, qui a un problème à un bras, et puis c'est un problème un peu psychologique. Il était avec son papa, ils en parlaient très librement, et il me disait, aujourd'hui, il a 830 € par mois pour vivre. S'il va travailler, parce qu'il aime avoir une activité, donc il va bosser, il gagne 935. Donc, grosso modo, il va travailler 35 heures par semaine, ce gamin, pour gagner 100 €. Alors, il y va, bien sûr, mais ça devient du bénévolat, enfin, ça devient... Oui. Et du coup, voilà, et dans un même temps, on parle de milliards, on parle de l'Union européenne, on parle de ceci, on parle de cela. Faut revenir sur Terre. Quand on a des retraités qui gagnent, on a une personne dans notre collectif qui gagne 634 € par mois. C'est pas du baratin. Elle nous a montré son document. Elle gagne 630. Même Et en à la même temps, campagne. voilà, donc on est tellement déséquilibré que ça ne peut créer que des injustices. Alors on prend deux cas là, mais c'est les retraites, c'est les agriculteurs qui peuvent pas joindre les deux bouts, enfin les petits. Mais il faut savoir aussi que l'Europe, qui reverse soi-disant de l'argent aux agriculteurs, elle en reverse qu'une petite partie, puisque on a quand même une dizaine de milliards qui se baladent, là, il faut le savoir. L'autre, il nous donne 5 milliards soi-disant d'impôts, mais on en bouffe 10 avec l'Europe par an, quand même, 10 milliards qu'on bouffe. Bon. Il faut savoir que dans ceux qui touchent la fameuse APAC, là, il y a des gens comme des gros producteurs de champagne qu'on nommera pas ici, parce qu'on ne doit pas faire de publicité. Donc c'est quand même assez hallucinant. Mais Quoi. effectivement. Non, mais c'est peu importe. Mais c'est hallucinant, quoi. Et dans un même temps, des gens qui crèvent de faim. Donc, Effectivement, comme vous dites, la politique européenne va toujours dans le sens des puissants. Et ce sont les gros producteurs qui bénéficient de la PAC, alors que les petits qui crèvent de faim et qui en sont réduits à se suicider parce qu'ils ne peuvent Qui plus meurent. bouffer, c'est ça, qui meurent de faim, eh ben eux n'en bénéficient pas. Et c'est toujours comme ça. L'Europe, effectivement, redistribue, mais redistribue à ceux qui n'en ont pas besoin. Mais je crois qu'elle redistribue ce que des pays, comme tu disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, les explications qui sont faites, puisque j'ai vu, moi, là, récemment, l'étude du comité allemand, là, qui dit qui a gagné, qui a perdu en 20 ans d'euros. Et ce comité, c'est un comité allemand qui est pareil, vérifiable et vérifié. Pour les Français, c'est Paul la palme, parce que je crois que c'est les Italiens qui la tiennent, mais au niveau de la perte, chaque Français, c'est 56 000 €. Moi, je fais tout de suite la transition en francs, 373 000 francs.
Parce que tu ne l'as peut-être pas vécu, mais moi je l'ai vécu, le franc. Et 373 000 francs, c'est une maison. C'était une belle maison, même à l'époque. C'est une vie de travail. Donc je dis, tu vois, j'ai presque envie de gueuler aussi fort que toi il y a 2 minutes. C'est stop, c'est stop, merde. Oh, pardon. On a donné, quoi, c'est bon, on arrête. Ouais. Ben, 1 euro, grosso modo, c'est 1 franc, quoi. Sandrine. Si la production cessait, les grosses entreprises n'auraient plus rien. Si tout le monde arrêtait de travailler, là on s'attaquerait à l'économie. Là ça ferait mal. Je pense que c'est ça. Je pense que la grève générale, c'est la prochaine étape pour vraiment avoir un impact. Il y a déjà eu des appels, mais les gens ne crevent pas trop, mais qui se réveillent. C'est surtout C'est pas le fait d'y croire. C'est pas le fait d'y croire. Il y a 2 minutes, Sandrine, je disais là, après si tu as une autre vision, je suis preneur, mais le problème c'est que les gens sont tellement pendus à de diverses manières. Hein. Soit ils les ont dans le dos, soit ils les ont à l'écarté, ou peu importe, mais ils sont pendus. Les gens sont pendus pour la plupart. Tous ceux qui sont pas pendus, ils sont contre la sortie de l'Union européenne parce qu'ils y voient qu'ils en tirent leurs bénéfices. Que des bénéfices. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste que ceux qui sont pendus. Même si ceux qui sont pendus arrivaient à se mettre d'accord, déjà quand tu as affaire à des gens qui ont les mains dans le dos, qu'est-ce que tu veux attendre de ça? Qu'est-ce que tu veux attendre? Moi, je vois pas ce qui peut les motiver, les gens, à dire merde, c'est ça qui nous tue, on y va, c'est vrai que c'est souvent ça qui fait peur, cette petite marge de manœuvre qu'on a. Mais vous parliez des postiers, ça fait plus d'1 an. Ils avaient des salaires de postiers, c'était pas des rentiers, et pourtant ils arrivent à survivre. Et ils le disent tous, depuis qu'ils sont en grève, ils sont beaucoup plus actifs qu'avant, que quand ils étaient au boulot. Et du coup, ils financent leur grève par une action militante qui occupe l'essentiel à plein temps, qui occupe toute leur journée. Ils ont produit d'ailleurs un calendrier qui est juste magnifique. Tu parles des gens de la Poste, hein? Les gens de la Poste, toujours. Et du coup, ils sont rémunérés comment? Par leur caisse de grève. Donc, ils ont créé ce calendrier, par exemple, donc, qui vendent sur tous les cortèges, qui en plus est très bien fait et très joli, avec plein de citations de Ken Loach, de gens comme ça, qui viennent apporter leur soutien au mouvement. Donc voilà, c'est invisible, donc on le voit pas. On a l'impression que dans la grève, on ne peut pas survivre. Les postiers du 92 sont la preuve que si, dans la grève, on peut survivre et on peut même vivre mieux. Je dis bravo, mais je compare juste... je suis pour toutes ces associations, et bien entendu qu'on peut pas être contre, mais si tu regardes, tu prends les Restos du Cœur, et puis d'autres associations qui sont caritatives. Plus ils s'en montent, et plus ça décharge les politiques et les gouvernants de leurs obligations. Donc je pense que c'est bien, heureusement que ça existe, parce que ça sauve la mise justement de ces gens-là. Alors par contre, je comprends mal le parallèle entre les deux, puisque là on parle de travailleurs qui sont en grève, et pas d'une association bénévole qui... mais moi je croyais que c'était une association... Ah non, c'est les travailleurs qui sont en grève. Ils s'autofinancent en fait. Ouais, mais donc, ils vivent de quel argent? Pas de l'argent de ils font une caisse de grève, là, par les soirées dont vous parliez. Ils vendent des gâteaux, des pins, des calendriers, toutes les ça semaines. reste une œuvre un peu carrée. Ouais, mais ils s'autofinancent, quoi. Ils s'autofinancent. Ah oui. Et le don... Ils remplacent la paye qu'ils devraient avoir au travail qu'on leur a mais supprimé. du coup, au lieu de consacrer leur temps au profit d'une oligarchie, ils se sont réappropriés leur temps qu'ils consacrent à la lutte. Ça change absolument quelque part tout, à la lutte, et aussi à remplir leur frigo. Mais bien sûr. Oui, mais ils remplissent leur frigo en luttant, donc en vendant les calendriers, en vendant les soirées, donc ils contribuent toujours à passer le message militant. Je dis bravo, sauf que pendant ce temps-là, ceux qui crèvent de faim et qui n'ont pas de formule comme celle-là, ils peuvent continuer à crever de faim. La formule, ils l'ont inventée, ils se sont pas... Ils l'ont inventée, et on peut tous le faire. Je répète, bravo. Mais on pourrait tous le faire, effectivement. On en parle à nos postiers. Sauf que ça reste quand même une action. Il y a quand même une différence, je pense, notable à prendre en compte, c'est que tout ce qui se passe en Paris et région parisienne n'est pas forcément applicable en ruralité. Non, c'est sûr qu'il faut adapter la lutte. Un bureau de poste où il y a 3 personnes, ils ne peuvent pas. Quoi. Ça ne marchera pas de la même façon. Donc effectivement, là c'est réalisable parce qu'il y a cette masse nécessaire. Ils l'ont cherché, cette masse. Mais ils l'ont créé. Attention, je ne parle pas contre ce truc-là parce que c'est une très belle initiative. Mais rien à voir avec les Restos du Cœur.
Ouais, j'ai pris les Restos du Cœur pour essayer de faire l'image du fait qu'on fasse le boulot à la place. Sauf que là, on compare des oranges et des citrons, en fait. C'est vraiment pas du tout la même chose. Non, je suis pas persuadé. Bah si. Pour faire une petite parenthèse sur le don, je suis convaincue que le don doit être en direct. Là, je sais à qui je le donne, ce don-là. C'est ça. Je vois le postier, je sais pourquoi je le donne. Que les Restos du Cœur, je ne sais pas à qui je le donne. J'ai les intermédiaires, les artistes que je dois payer, les naninana. Je suis contre le don par intermédiaire, comme cette démocratie représentative qui va essayer de me représenter au Resto du Cœur. Non, mon don sera au direct. La porte sera ouverte chez moi et je vous inviterai à manger. Si je vous trouve sympa. Le don, c'est comme la démocratie, elle doit être directe. Et là, si je donne 10 € au postier, ben voilà, je sais pourquoi je le donne et ça mais effectivement. Tu me réponds en me disant comme si je t'attaquais alors que je te non, dis. Mais par rapport au Resto du Cœur. Je prends cet exemple-là pour dire les associations. Après, je pourrais trouver une formule Il nous reste 5 minutes, messieurs, dames. comme tu dis et la mettre en comparaison juste sur le fait que tu fais ça par nécessité parce que tu n'as pas d'autre solution, tu ne peux pas vivre de ton travail parce que tu l'as perdu. Et par ce biais-là, je pense, et je le ressens comme ça, c'est que pour moi, c'est cautionner des mecs qui te foutent Mais non, de, c'est parce qu'ils sont en grève. Oui, mais ils expriment leur mécontentement et ils prouvent à l'État. Mais du coup, ils financent leur grève. Je crois que vous n'avez pas bien compris de quoi on parle. Mais c'est pas le fait qu'ils se financent, mais ils se financent pas par le travail, puisqu'ils ont perdu. Ils font leur Je vous dis, Donc ils travaillent, ils vont vendre des gâteaux, ils vont voir les collègues sur le terrain. ils travaillent donc à l'œil. T'es d'accord avec moi? Non, puisque l'État les paye plus. Ah non, oui, par rapport à l'État, parce qu'ils sont en grève. Mais ils sont en grève. Donc pour moi, quelqu'un qui travaille à l'œil, je suis désolé, il y a un problème. Mais ils se sont réappropriés leur travail. Ils produisent leur propre, ils font leur propre production, qu'ils vendent, et avec ça, on parle des gens de la Poste. Les gens qui travaillent aujourd'hui, ils travaillent à faire leurs légumes, leurs machins, leurs trucs, ou est-ce qu'ils travaillent à la Poste et ils se fabriquent leurs légumes, leurs trucs, ils s'auto-alimentent, quoi, en fait. Ils ne travaillent pas, ils sont en grève. Donc le fruit de leur travail ne leur donne pas de pognon. C'est pas le même travail. Militant. Ils ne travaillent pas comme postiers, ils travaillent à leur grève. Militant. À changer la société. Je vois qu'on ne veut pas se comprendre, alors on se comprendra pas. Par contre, pour rassembler, effectivement, il ne faut pas non plus que les associations, donc pas du tout la même question que les grévistes, mais les associations, il ne faut pas non plus qu'elles pallient les missions du gouvernement. Il ne faut pas non plus que ça serve au gouvernement à se défausser. C'est là-dessus que je voulais faire le parallèle. Et là-dessus, effectivement, mais c'est pas les mêmes questions. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, moi, je connais pas bien exactement comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vais peut-être faire un amalgame, mais le truc, c'est que ces associations, justement, elles ont le mérite de valider les dysfonctionnements des gouvernements. Alors, peut-être pas celle-ci. C'est pas une association, je pense. Ah non, c'est pas une association. Alors j'ai sûrement fait vraiment, on comparait des oranges et des citrons. Un truc qui n'est pas forcément. Quand on parle des associations, on est tous d'accord, sauf que là, les grévistes, c'est autre chose. Du coup, l'histoire de l'association, ça revient à la question de la transparence. C'est-à-dire que si on arrive à douter, comme tu le faisais tout à l'heure, et je partage complètement ton avis, sur est-ce qu'on donne ou on ne donne pas à une association. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas de transparence. S'il y avait une transparence avec des comptes qui seraient publics tous les ans, du coup on se dirait, machin, pour venir chanter, il a touché tant finalement. Est-ce que ça apporte, est-ce que ça apporte pas? Parce que peut-être qu'il est faux, ces égéries-là, on n'en sait rien. En tout cas, c'est la transparence des politiques, la transparence pour tout. Il faut qu'on retrouve la transparence pour reprendre confiance aujourd'hui. Ce qui ressort partout, quand on est dans les ronds-points, quand on va dans les manifs partout, c'est la perte de confiance totale dans les politiques et dans les institutions. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut remettre au cœur, c'est reprendre confiance dans les institutions et dans le système qu'on va être obligé de réinventer un système où on ait confiance. Et donc se réapproprier la vie politique, en fait, et arrêter de la déléguer à des pseudo-représentants qui n'ont de représentants que le nom. On ne sortira jamais, on refera toujours la même histoire. Arrêter de déléguer, ça veut dire qu'on
On fait quoi? On les remplace, Oui. on les tue, Oh oui, Non, mais on les remplace, surtout on les contrôle derrière. Il faut absolument qu'il y ait un contrôle, une transparence, un retour au peuple. on les On ait un retour de ce qui se passe. Ouais. Mais Et on doit tant qu'on valider. sera dans cette on les Union européenne bannit, on les met financière, aux travaux forcés. Enfin, faut qu'on fasse quelque chose. en de toute façon. prison. Non, mais tu dis Je crois l'Union qu'il n'y a pas de européenne, révolution sans c'est- casse. Je crois qu'il s'agit là d'une révolution. Si on veut vraiment changer les institutions, c'est une révolution. Ouais. Il n'y a Et pas de pour changer révolution en l'institution- se serrant des mains et en se faisant des Ah, caresses. mais, Et pour changer Changer l'institution, tu disais, tu il disais, faut... il faut Voter. Non, oui, surtout, il faut quoi? Il faut sortir. on Ouais, n'est pas d'accord. Il faut quand même voter alors. Faut voter pour quoi? Aujourd'hui. Je sais pour qui ne pas voter. Non, mais Je surtout, ne pas là pour c'est faire sortir de de la- l'Europe, quoi. C'est ça Sortir ce de que tu veux l'Europe, dire. oui. Sortir de l'Union européenne, quoi. Oui, et puis je pense au RIC aussi qui nous permet de décider. Moi, je pense à cette réponse-là. de Pour le pouvoir, RIC, il faut sortir de cette Europe. Et ouais. Voilà. Et oui, puisque de Et, toute façon, on est coincé par toutes les directives européennes. Un mot pour la fin? Ben, allez-y, mesdames. Tous ensemble, on est le nombre, on peut gagner. Un beau Oui. message. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à dépasser nos intérêts individuels pour travailler pour le collectif. C'est ce que les Gilets jaunes purs et durs, et non des extrémistes et des fous sauvages qui cassent tout, mais des gens du peuple qui se sont réunis et qui passent beaucoup de temps et qui dépensent beaucoup d'énergie pour défendre une majorité en fait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les Gilets jaunes, c'est une minorité qui défend une majorité, et la majorité n'est peut-être pas consciente. Ouais, d'accord. Moi, je finaliserai sur la même chose que ça, avec la clé de la réussite. C'est une des clés de la réussite, c'est les idéologies à mettre de côté. Voilà, pour moi, c'est primordial. D'accord. Bah, moi, je vous invite tous à aller voter, parce qu'au départ, moi, je pensais que le boycott, c'était le meilleur des pouvoirs, parce que depuis le début, je dis que le boycott a plus de pouvoir qu'un bulletin de vote. Mais là, concernant les futures élections, je pense que on risque de se casser les dents et que ce boycott-là servira que nous éteindre, que nous oublier et nous mettre sur le côté, puisque ça ne sera pas considéré. Donc, allez voter et bien sûr contre Macron, quoi. On est tous d'accord. Voilà. Ben, je crois qu'on l'a fini Eh ben, c'est pour super. aujourd'hui. Merci beaucoup en tous les Merci cas. à vous. Merci.